Mandian Sidibé, dans quelle langue souhaitez-vous parler? En français, s'il vous plaît. Alors, vous avez le choix, parler étant debout ou vous asseoir. Je vais rester debout pour le moment. Vous êtes cité devant ce tribunal par Monsieur le procureur de la République en tant que témoin. D'abord, je vous informe que la loi sur la protection des victimes et des témoins vous confère beaucoup de droits, parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu sans la présence du public. Ou si vous voulez parler devant le public, vous le dites. Ça ne me gêne pas de parler devant le public. Quel est votre nom? À l'état civil, je m'appelle Mandian Sidibé. Né le 27 juillet 1969 à Kouroussa, de nationalité guinéenne, fils de Fodé Sidibé et de Saran Kamara, journaliste de profession. C'est bon? Tout ce qu'il a dit, c'est bon? Quel est votre domicile? Je suis domicilié à Kamayen. Kamayen? Oui, commune de Dixine. Alors, est-ce qu'il existe un lien de parenté entre vous, les accusés et les parties civiles qui se sont suivis à la barre de ce tribunal? Je n'ai aucun lien avec eux. Ni de subordination, ni d'alliance, qu'un lien? Pas du tout. Alors on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Et le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Et le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors, vous allez jurer à la barre de ce tribunal de dire sans haine et sans crainte toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et direz « je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Monsieur Sidibé, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, Mesdames et Messieurs, Messieurs les procureurs. Je remercie le Tout-Puissant Allah qui m'a gardé en vie pour vivre ces jours. Je voudrais, avant tout propos, m'incliner pieusement pour demander la grâce divine afin que le Tout-Puissant Allah répande sa grâce et sa miséricorde sur les âmes de nos compatriotes lâchement abattus lors de cette folie meurtrière qui m'a affligé. Ceci dit, je me dois ici et maintenant dire grand merci à Dieu, mais également à la personne qui m'a permis d'être ici aujourd'hui en Guinée. Ce n'était pas évident, puisque c'est en 2013 que j'ai quitté la Guinée pour aller me réfugier au Sénégal, puis à Paris, en France, suite à certaines informations que je donnais sur les antennes de la radio Planète FM, dont j'étais le directeur général. Donc j'ai quitté la Guinée le 19 novembre 2013 pour m'exiler au Sénégal. Et le 20 juillet 2016, j'ai quitté le Sénégal pour me rendre en France en passant par l'Allemagne et la Belgique. Et j'ai demandé l'asile le 6 juillet 2017. Je l'ai obtenu le 11 juillet, soit 5 jours juste après que j'ai été entendu à l'OFPRA. Donc je disais qu'il ne m'était pas donné
la chance d'être ici aujourd'hui si jamais il n'y avait pas à la tête de ce pays un patriote, une personne avisée, en l'occurrence le général Mamadi Doumbouya, qui m'a tendu la main et qui m'a permis d'être ici aujourd'hui, tout en moellant de sa confiance pour présider aux destinées de l'Office guinéen de publicité OGP, dont je suis le directeur général. Ceci dit, je suis ici aujourd'hui devant cet auguste tribunal puisque dans le temps, j'ai dû parler de ces événements douloureux qui ont affligé les Guinéens. Que ce soit sur les antennes de la radio Planète FM avec certains invités, mais également sur les réseaux sociaux lorsque j'étais exilé à Paris. Je me dois de dire ici que le métier de journaliste, surtout le journaliste d'investigation, est un métier délicat. Parfois, tu peux prêcher le faux pour avoir l'information. Et je crois que j'étais bien connu ici en Guinée, à la radio Planète FM, par rapport à certaines informations que je donnais, puisque à l'époque, j'avais des sources fiables. Et donc, ça m'a crédité d'une certaine confiance auprès de nos auditeurs, ce qui faisait qu'on avait une très bonne audience sur l'échiquier national. Donc, j'ai reçu, bien sûr, des invités qui ont évoqué ce sujet, notamment l'honorable Jean-Marie Doré. Mais je voudrais préciser de passage qu'en tant que journaliste, je suis tenu à la protection de mes sources d'information. Et si, à un moment donné, je le disais tantôt, j'ai été crédité d'une certaine confiance auprès du public, c'est parce que je protégeais mes sources d'information et ça les renforçait, ça les encourageait à me fournir des informations. Ceci dit, les déclarations que j'ai eu à faire sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à ce procès, à ces événements douloureux, ce n'étaient pas des informations qui venaient de moi. Je peux les considérer comme des nouvelles ou des renseignements, puisqu'il y a une différence entre une nouvelle, un renseignement et une information. Une information est une nouvelle traitée, c'est-à-dire recoupée. On a cherché partout à recouper l'information, à vérifier. Puisqu'en matière de journalisme, il est dit qu'une information n'est jamais trop vérifiée. Tant que tu peux la vérifier, il faut la vérifier avant de la rendre publique pour éviter de faire de fausses déclarations. Donc l'information, c'est la nouvelle qui est traitée. Donc traitée, recoupée, vérifiée. Donc en la matière, je n'étais pas en Guinée au moment des événements du 28 septembre. J'ai quitté la Guinée en 2005, je ne suis revenu qu'en 2010. J'ai successivement séjourné à Cotonou, au Bénin, puis à Libreville, au Gabon. Et j'étais le rédacteur en chef au Gabon du journal Gabon News et je faisais partie de la cellule de communication du candidat Ali Bongo Ondimba. Les preuves sont là, puisque j'ai fait la caravane de l'intégration avec Africable en 2010. J'ai fait le tour de 12 pays d'Afrique occidentale dans le cadre de cette caravane. Donc les informations que je donne proviennent d'autres personnes, puisque je n'étais pas en Guinée, je n'ai pas vécu les faits. Et donc, à partir de la France, je faisais des déclarations, c'est vrai, puisqu'en fait, je me suis vu dans l'obligation patriotique, dès lors que j'ai des informations, de les mettre à la disposition des enquêteurs. Je considère que les informations qu'on me donnait n'étaient pas des informations, mais plutôt des renseignements, puisqu'ils n'étaient pas vérifiés. Donc, je me devais d'alerter les enquêteurs, la justice. Ce sont des pistes que je donnais à travers les informations qu'on me communiquait, puisque je n'avais pas la possibilité de les vérifier étant exilé. Donc, je les mets à la disposition des enquêteurs.
ça peut servir de piste pour les vérifier. Donc justement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, chers maîtres, je ne peux pas, à partir de ce que je viens de dire, tenir un discours narratif ici sur les faits afférents aux douloureux événements du 28 septembre. Je ne peux que me prêter aux questions qui me seront posées, d'autant plus que je n'ai pas vécu les faits, et c'est en ma qualité de journaliste que j'ai reçu certains renseignements que j'ai mis à la disposition, peut-être via les réseaux sociaux, des enquêteurs, pour que ce soit des pistes à explorer. Ceci dit, une fois de plus, je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs le public, je remercie tout un chacun et je me mets à la disposition de la justice pour toute interrogation et je répondrai selon ce que je sais et selon ce qui m'a été dit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition ce que vous appelez information ou renseignement? Ce que je sais, c'est que j'ai reçu, comme je le disais tantôt, sur les antennes de la radio Planète FM, feu honorable Jean-Marie Doré, qui m'a dit que, et c'était sur les antennes, malheureusement, les archives n'existent plus puisque la radio a été vendue à mon absence, elle a été saccagée lorsqu'on a voulu m'arrêter le 17 novembre. Donc, il m'a dit que, personnellement, il s'était impliqué pour éviter ces douloureux événements, d'autant plus qu'il s'est personnellement déplacé pour aller voir le capitaine Dadis et qu'il lui a dit, mon fils, ce n'est pas la peine d'empêcher la tenue de ce meeting. À travers ce meeting, vous pourrez entrer dans l'histoire si vous ne le reprimez pas. Soyez démocrate, laissez-nous manifester. Vous pouvez encadrer la manifestation, mais ne reprimez pas, ne reportez pas la date et vous allez entrer dans l'histoire. En réponse, que le capitaine Dadis lui aurait dit qu'à son niveau, il n'y a pas de problème, mais qu'il y a certaines personnes dans son entourage qui n'entendent pas de cette oreille, notamment M. Papakoli Kourouma. Donc il ferait mieux d'aller voir M. Papakoli et que celui-ci devait voyager, il peut aller le voir. Tout ce que je dis vient de feu honorable Jean-Marie Doré. Et que ce jour, Papakoli devait voyager avec le général Sekouba. Donc, qu'il s'est rendu à l'aéroport. Et quand il arrivait, Papakoli était déjà sur le tarmac, qu'il l'a ailé par son nom, papa, 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 plusieurs fois, et que finalement, il s'est arrêté et il a accepté de lui parler. C'est là-bas il m'a rappelé que le climat n'était pas du tout bon à l'époque entre lui et papa, d'autant plus que papa était son adjoint dans son parti. Mais que c'est lui qui a proposé papa pour être dans un gouvernement d'union nationale. Et que depuis, papa l'a fui. Que donc, difficilement, papa l'a écouté. Et qu'il est venu, il a parlé à papa. Il lui a dit, bon, écoutez, j'ai été voir Dadis. Il a expliqué à papa ce qui s'est passé entre lui et Dadis. Que papa lui a répondu, si vous sortez, on va vous massacrer. Donc, qu'il lui a dit de toute façon, ce n'était pas la bonne manière, papa. Tu ferais mieux de parler à Dadis, de parler aux autres, pour ne pas que cette manifestation non seulement soit reportée, mais qu'on nous empêche aussi de la tenir. Qu'il est parti et que, de toute façon, le vin était versé, il fallait boire. Que donc, eux, ils ne pouvaient plus reculer, il fallait que la manifestation se tienne.
Donc, que pour lui, la réquisition, parce que l'armée ne pourra pas être déployée sans réquisition, que selon les informations à sa disposition, c'est le général Toto qui a signé la réquisition pour que l'armée soit déployée. Et que selon ces informations, après qu'il ait parlé avec papa, que celui-ci aurait appelé le colonel Kébro pour lui dire, s'ils sortent, vous les massacrez. C'est honorable qui me le dit, et c'était à l'antenne. Malheureusement, les archives ont disparu puisque la radio a été vendue après moi. Donc, que Papa Koli aurait appelé, qui lui a même dit ça avant de quitter, que je vais appeler Kébro. Si vous sortez, on va vous massacrer. Et qu'effectivement, selon ces informations, que papa avait appelé Kébro. Que donc pour lui, papa est l'un des responsables de ce massacre. Et puis Kébro aussi est un élément important par rapport à ces événements douloureux. Donc je tiens ces informations de lui. Étant à Paris, j'ai eu d'autres informations selon lesquelles il y a eu des camions militaires. 3 camions militaires qui ont transporté des corps, qui ont transité par le camp Samori, mais 2 camions aussi qui n'étaient pas militaires, mais conduits par des militaires et qui ont transité par le domicile de l'ancien président Feu Général Lansana Conté. Que ces 2 camions étaient stationnés là-bas et que c'est le contenu de ces 2 camions qui ont été déversés dans une fosse commune à Faban, derrière la piste d'atterrissage. Donc, j'ai communiqué ces informations via les réseaux sociaux pour que des pistes soient données aux enquêteurs. Et par rapport à ces 2 charniers qui étaient stationnés au domicile de l'ancien président, on m'a cité des noms qui étaient impliqués dans la gestion, notamment l'ancien ministre Rémi Lama, et puis il y a un ancien diplomate du nom de Théa, Édouard Théa. Au moment où je passais l'émission, celui-ci était en poste en Angola. Donc on m'a dit qu'il faisait partie aussi des personnes qui ont géré ces corps. En plus d'un certain Cheikh Diabaté, qui était à l'époque, au moment des faits, selon ce qu'on m'a dit, au service des renseignements du CNDD. Donc ce sont eux qui ont géré en toute discrétion ces 2 camions qui étaient stationnés au domicile du général Lansana Conté, qui sont différents des 3 camions militaires. Et qu'il y avait plusieurs fosses communes, mais notamment celle dont on m'a parlé, qui a reçu le contenu de ces 2 camions, c'est bien sûr la fosse commune de Faban. Donc en gros, c'est ce que j'ai relayé sur les réseaux sociaux et je l'ai bien dit que c'est selon des sources et que ces informations, ces renseignements devaient être saisis par la justice, par les enquêteurs pour que lumière soit faite sur cette affaire. Donc je me devais de le faire par devoir patriotique parce que j'ai été choqué par la lenteur prise sans la tenue de ce procès pour que justice soit rendue. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis permis de faire cette déclaration sur les réseaux sociaux parce que je me devais de le faire, devoir patriotique obligeant. Est-ce qu'on vous a parlé d'un endroit précis à Faban? Parce que Faban est très grand, d'un endroit précis. Alors, non, on ne m'a pas parlé d'un endroit précis. Si vous le voyez, même dans mes publications, j'ai dit que ces personnes que je viens de citer, la justice pouvait les arrêter parce qu'eux, ils connaissent l'endroit précis. Moi, je n'étais pas en Guinée au moment des faits et les renseignements qui m'ont été donnés l'ont été quand j'étais en France. Donc, je ne peux pas savoir exactement où se trouve. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Manyan Sidibé.
Moi, je voudrais que vous nous aidiez à faire la part des choses et en tenant compte de votre récit que vous venez de faire tout à l'heure. Je voudrais que vous fassiez la part entre ce que vous avez reçu comme information de Jean-Marie Doré et ce que vous avez reçu de vos sources. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez appris de Jean-Marie, le feu général Jean-Marie Doré. Je l'ai précisé, monsieur le procureur. Non, je voudrais que vous reveniez succinctement. J'ai dit que lorsque je l'ai reçu à l'antenne, Oui. il m'a dit que lui, il ne culpabilise en premier lieu que Papakoli et Kebro. Que parce qu'à l'époque, il a l'impression que M. Papakoli était bien écouté par Dadis et qu'il pouvait empêcher la tenue de... il pouvait empêcher ce massacre. C'est le résumé. C'est le résumé. Oui. Et est-ce qu'il vous a parlé de sa rencontre avec le président Dadis? Oui, je l'ai dit tantôt. Il vous a parlé de cette rencontre? Oui, il dit qu'il lui a demandé de ne pas réprimer la manifestation et de maintenir également la date. Que Dadis lui a dit que de toute façon, il peut accepter la tenue de la manifestation, mais que la date, qu'on change la date, parce que cette date coïncide avec une date historique en Guinée. Donc il lui a dit que ça n'a rien à voir, qu'au contraire, s'il acceptait qu'il rentrerait dans l'histoire. Mais que Dadis lui a dit qu'à son niveau, il n'y a pas de problème, mais de voir papa. Alors, les camions, vous avez évoqué également la situation des camions qui contenaient des corps. Cette information venait de vos sources? Oui, ce sont des militaires. C'est les militaires? Oui, et ils m'ont dit qu'ils étaient présents. Ils étaient présents? Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit avec fermeté. Ce sont ces corps qui ont été déposés dans les fosses communes à Faban? De Faban. Ça n'a rien à voir avec les 3 camions militaires. Ces camions-là, selon vos sources, étaient stationnés où? Au domicile de feu général Lansana Conté. Général Lansana Conté. Au camp Samori? Au camp Samori. Camp Samori. Oui. Et que c'est là-bas, les mêmes militaires m'ont dit que le ministre d'alors de la Santé, le colonel Gabi, était venu, justement. Je crois que vous pouvez constater sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, il y a plusieurs années de cela, que il était venu voir ces camions et que la gestion de ces camions était assurée précisément par Edouard Théa. Et que quand il est venu, il a craché sur certains corps, il a donné des coups de pied à d'autres en disant « Personne ne vous a dit de sortir, voilà les conséquences ». Qui a tenu ces déclarations? L'ancien ministre de la Santé. Abdel Chérif Diaby. Qui a tenu ces... Selon mes sources militaires. Ce sont les sources militaires. Oui. Est-ce que votre déclaration, le concernant, par rapport à ce comportement, non seulement à l'endroit de ces corps, a été réitérée ici, que ces comportements qu'il a eu à commettre à l'endroit de ces corps, il a eu à faire les mêmes comportements aux victimes à l'hôpital d'Onka? Bon, je l'ai entendu ici. Est-ce que cela ne confirme pas? Cela ne confirme pas les agissements inhumains du ministre Abdel Chérif Diaby? Selon vous, ça ne conforte pas votre déclaration aujourd'hui? De toute façon, c'était des militaires indignés qui m'ont appelé pour dire qu'ils sont convaincus que je protège mes sources et qu'ils savent que le plus souvent, je ne raconte pas de blabla dans ce que je fais. Et donc, mais qu'ils sont indignés par le comportement de leur ministre. Et donc, ils l'ont dit avec fermeté. Mais ce qui s'est passé à Donka, je ne saurais en parler puisqu'on ne m'en a pas parlé. Non, je vous rassure que votre déclaration confirme les agissements déclarés ici à cette barre par les victimes de Abdel Chérif Diaby. Je continue. Et vous confirmez que ces camions ont quitté le camp Samori pour les corps être déposés dans les fosses communes à Faban? Monsieur le procureur, je ne confirme pas, c'est ce qui m'a été dit.
Non, je parle de votre confirmation. Vous confirmez votre déclaration. Oui, je confirme parce que je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux. Je confirme. Monsieur Diaby, monsieur Sidibé, Oui. ça a été dit ici devant ce tribunal. D'abord, il y a un problème par rapport au nombre de corps. Ce que vous venez de dire a été confirmé par non seulement le directeur général de la police, par rapport à la présence de ces camions au camp Samori. Ça a été confirmé par le général Oumar Sano, chef d'état-major général des armées au moment des faits. Et quel est le problème? Quelle est la conclusion que nous avons tirée? Il y a question de savoir où sont partis ces corps. Parce qu'on parle de 58 corps exposés. Le rapport de la commission d'enquête parle de 156 personnes tuées. Le reste des corps sont partis où? C'est ça la question. Je l'ai dit encore sur les Voilà. réseaux sociaux. Vous le confirmez qu'il y a une partie des corps qui ont été jetés dans la nature. Oui, il y en a qui ont été enterrés dans des fosses communes, mais d'autres aussi ont été jetés dans la nature. Ce sont les militaires qui me l'ont dit. Très bien. Et donc, que le chiffre qui est officiellement déclaré n'est qu'une infime partie de ce qui a été fait. Eux, ils parlent même de 300 et quelques. 300 et quelques. Oui, les Donc, militaires. Ça va au-delà même de 156. Selon ce que les militaires m'ont dit. Je voudrais parler de la réquisition. Vous avez parlé de la réquisition, une réquisition. Selon l'information donnée par Feu Jean-Marie Doré, que cette réquisition avait été signée par le général Toto. Vous confirmez qu'il vous a tenu ces déclarations? Je le confirme. Et vous confirmez également aujourd'hui devant ce tribunal que la gestion des corps, Edouard Théa a été impliqué selon vos sources. Selon les militaires qui m'ont informé. Ils ont dit, les militaires là, qu'ils étaient présents. Et ils faisaient partie des personnes qui étaient obligées de gérer les corps. Ils faisaient partie. Et de chef de renseignement d'un certain Diabaté, vous venez de dire. Cheikh Sidi Diabaté. Ouais. Cheikh Sidi Diabaté. Ouais. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs, Monsieur Sidibé, on va continuer à vérifier vos déclarations. Vous maintenez que vos sources sont militaires? Oui. Je suis formel. D'accord. Et dans vos déclarations, pas ici, mais dans les réseaux sociaux, vous avez dit que c'était des camions de KPC qui avaient transporté ces corps. Vous maintenez cela? Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est justement encore un officier supérieur de l'armée guinéenne qui m'a confié cette information, dont je tais le nom. Parce que je suis journaliste, je ne peux pas dévoiler. Mais je n'étais pas là, comme je vous l'ai dit, monsieur le procureur. Donc, ce qui m'a été dit, c'est ce que j'ai relayé sur les réseaux sociaux. On m'a dit que ces camions appartiennent à monsieur Kapissé. Donc, je prends l'information avec des pincettes parce que je n'étais pas là. Et je n'ai pas vécu. Mais c'est un officier supérieur de l'armée qui est un ami à moi, qui m'a dit qu'on a appelé le général Sekouba à Macenta pour lui dire, bon, c'est toi qui es ami à KPC, demande-lui de mettre ses camions à notre disposition. Et donc, qu'il aurait appelé KPC. Et que KPC a dit que les camions sont stationnés ici à Sans-Fil, quand il était en train de construire cette cité. Que les camions sont là-bas, mais qu'il n'y a plus de chauffeur parce que c'était aux alentours de 3 h du matin. Et donc, il leur a dit qu'il n'y a pas de chauffeur. Et qu'après, on a dit non, qu'il n'y a pas de souci. Qu'il y a des militaires qui peuvent conduire. Donc, ils sont venus, effectivement, ils ont appelé KPC qui a demandé aux gardiens de remettre les clés aux militaires chauffeurs qui étaient venus chercher les camions. Donc, ils ont pris 2 camions. Et ce sont ces camions-là qui ont permis de minimiser le nombre de victimes parce que ce qui a été déclaré n'était pas vrai. Le nombre qui a été déclaré n'était pas vrai. Donc, ces 2 camions étaient remplis
ces 2 charniers. Donc on les a stationnés au domicile de feu général Lansana Conté. Et que, lorsque on a posé des questions à KPC, qu'il a dit qu'il ne savait pas quel usage on allait faire des camions. Que c'est un chef d'État qui lui a donné les camions et qui les a mis à sa disposition. Maintenant, l'usage qu'on en a fait, qu'il n'en sait rien. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Quand même, à 3 heures du matin, il a donné ces camions-là. Même s'il ne savait pas qu'on allait faire un usage autre que peut-être certainement ce que... Je ne saurais le dire, monsieur le procureur. D'accord. C'était quand même la nuit, non? Selon mon informateur. Merci bien. Et vous dites qu'il y a 2 à 3 forces communes et la plus grande, c'est celle de Faba. Selon ce qu'on m'a dit, mais on ne m'a pas situé. N'ayez aucune crainte. Le président a dit que le témoin, c'est celui qui a vu et celui qui a entendu. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, dans l'un ou dans l'autre des cas, vous pouvez faire des déclarations. Donc, n'ayez aucune crainte. Dites sincèrement ce que vous avez entendu. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Bien. Donc, on peut maintenir qu'il y a 2 ou 3 forces communes, dont la plus grande est celle de Faba, n'est-ce pas? Oui. Merci bien. Et également, dans vos déclarations, toujours dans les réseaux sociaux, vous avez dit que le président Dadis a refusé que les corps soient acheminés dans l'enceinte du camp Alpha Yaya. Je le confirme, mais ça ne vient pas de moi. Non. C'est pas, il ne faut pas qu'on revienne toujours sur ça. Oui, ok. Ce que vous avez donc appris, oui, que le président Dadis a refusé que les corps soient acheminés dans l'enceinte du camp Alpha Yaya, oui, parce qu'il y a trop de visiteurs là-bas. Il ne faut pas que les gens se rendent compte que ces corps-là étaient dans ces camions, n'est-ce pas? Je le confirme. Merci bien. Et est-ce qu'on peut reprendre exactement les propos du colonel Gabi au camp Almami Samori Touré? Selon ce que vous aviez déclaré, le colonel Gabi a dit « Personne ne vous a dit d'aller au stade. Vous vous êtes entêté et voilà le résultat. » Je le maintiens, c'est ce qu'on m'a dit, oui. On vous dit que c'est ce qu'il a déclaré dans l'enceinte du camp. Il a craché sur il a craché certains sur les corps corps. et donné des coups de pied à d'autres. Il a craché sur les corps. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il a donné des coups de pied au corps. Oui. D'accord. Pour le moment, merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, le parquet a terminé. La défense. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi. Merci, Monsieur les assesseurs. Monsieur Sidibé. Maître. Les témoignages que vous venez de faire, vous avez reçu ces informations en tant que journaliste? Oui. Journaliste d'investigation? Oui, maître. D'accord. Et c'est dans l'exercice de votre fonction que vous avez reçu ces informations? Bien entendu. Et vous en avez parlé? Oui. Donc il appartient au juge, au procureur de vérifier, oui ou non. C'est bien ça? C'est cela, maître. Très bien. Vous avez été plusieurs fois exilé? Oui, maître. Pourquoi? Alors, je me dois de dire ici que le métier de journaliste d'investigation est un peu délicat. On le fait avec beaucoup de risques. Pour la première fois que j'ai été emprisonné, il faut le répéter ici, 2 fois à la maison centrale, dans l'exercice de mon métier de journaliste. Il y a des journalistes dans la salle qui ont vécu les faits avec moi, ils peuvent témoigner. À l'époque, je prêtais mes services au groupe de presse L'Indépendant, Le Démocrate, dont j'étais le correspondant à Fria. Puisqu'il faut rappeler que je suis enseignant journaliste. J'ai enseigné à la fonction publique avec le numéro matricule 199 340A. J'étais posté à Fria. Donc, à l'époque, j'exerçais concomitamment les 2 métiers, celui d'enseignant et de journaliste. Donc, j'étais le correspondant de L'Indépendant à Fria. Donc, j'envoyais mes articles et on les publiait. Et donc, dans l'exercice de mon métier de correspondant
du groupe de presse L'Indépendant, le Démocrate, j'ai été incarcéré à la maison centrale par l'ancien ministre de la Justice, M. Abou Kamara. À l'époque, il faut reconnaître que j'étais quasiment un journaliste militant en faveur du RPG. Et donc, ma deuxième incarcération, c'est M. Kiridi Bangoura. Et le doyen Suleiman Diallo, il vit encore. C'est lui qui est venu s'engager pour obtenir ma libération. Et il a fallu aussi l'implication personnelle de doyen Émile Tompapa, qui a rencontré le président de la République, feu général Lansana Conté, en lui disant qu'on peut ne pas aimer le jeune, mais ce qu'il a dit est vérifié et vérifiable. Donc, remettez-moi mon journaliste. Donc, c'est feu Émile Tompapa qui est allé me chercher à la maison centrale. Mais les menaces ont continué. Donc, on devait m'arrêter. Par la suite, je ne pouvais plus écrire. Chaque fois que j'écrivais, il y avait des menaces. Et donc, il y a eu une convocation à laquelle je n'ai pas répondu. Et j'ai quitté le pays pour aller me réfugier au Bénin. Du Bénin, je suis allé au Gabon suite à un test que j'ai fait sur Internet. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au Gabon pour être rédacteur en chef du site Gabon News, mais également, j'appartenais à la cellule de communication du président Ali Bongo Ondimba. D'abord de son père, ensuite de lui-même. Très bien. Donc, si je comprends bien, vous avez été un journaliste qui s'est battu pour la démocratie dans ce pays. À mon sens, oui. Très bien. Et toute modestie gardée, bien entendu. Bien. Et ça vous a fait naturellement des souffrances. Oui, puisque mon dernier exil remonte en 2013, sous le régime de M. Alpha Condé, suite aussi à des révélations que j'ai eu à faire. J'étais en pleine émission. L'émission était à l'époque la plus écoutée en Guinée, la ronde des journalistes. J'invitais des amis journalistes de tous les horizons et on décortiquait l'actualité et j'en profitais pour faire des révélations. Et on était en pleine émission lorsque j'étais en train d'expliquer comment est-ce que le professeur Alpha Condé a fait un accident à Tekoulo, puisque j'étais avec lui, j'étais son chargé de com. Donc j'étais en train d'expliquer les circonstances dans lesquelles on a quitté Conakry et comment on a fait l'accident à Tekoulo, comment il nous a abandonnés à Pinet pour aller à la frontière. Et donc j'étais en train d'expliquer ça lorsque un contingent de gendarmes a débarqué à la radio. D'accord. L'émission a été interrompue et j'étais obligé de fuir le pays. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Merci, Monsieur le procureur. Monsieur Bandian, bonjour. Bonjour, maître. Bon, moi je ne vais pas m'intéresser à votre palmarès. Vous avez dit ici à l'entame qu'il faut prêcher le faux pour obtenir une information. Vous le confirmez? Bien entendu, tous les journalistes d'investigation le font. Si on prêche le faux, vous connaissez le mot, sa pesanteur, prêcher. Quand on dit prêcher, pour vous, dans quel cadre on prêche? Je vous ai dit ici avec précision qu'un renseignement est différent d'une information. Je ne suis pas arrivé là-bas. Ah si? Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Puisque je vous vois venir, ce que je sais, les renseignements, ça c'est pour les services de sécurité. La nouvelle, c'est pour les journalistes. Lorsque vous avez une nouvelle sous forme de renseignement, ben, à votre niveau, vous pouvez utiliser d'autres canaux, d'autres mécanismes qu'on appelle prêcher. C'est ça que je veux dire. Tu as l'information déjà, mais ça ne veut pas dire que j'invente. Tu as ce qu'on appelle la nouvelle ou le renseignement. Pour transformer ça en information, tu recoupes, tu vérifies autant de fois que tu peux. En le faisant, tu peux prêcher le faux. C'est-à-dire poser une question contournée à une autre personne qui est censée
avoir la bonne information. C'est ce que j'appelle prêcher. Bon, on ne discute pas de votre réponse de toute façon, mais je ne suis pas satisfait, je passe. Mais je reviendrai autrement. Alors, un journaliste d'investigation, quelle est sa vocation principale? Sa vocation, c'est de fouiner. C'est de? C'est de fouiner. Ok, d'accord. D'accord. Alors, votre qualité de journaliste d'investigation à l'époque, est-ce que vous travaillez seul dans votre cabinet ou alors votre poste radio? Est-ce que vous avez un personnel que vous avez en charge qui puisse travailler en votre nom et selon les aspects que vous voulez évoquer? La Radio Planète FM employait 42 personnes, mais j'en étais le directeur général. Bien. Alors, M. Sidibé, lorsque vous devrez relayer une information, et c'est là où ça m'amène à vous poser des questions par rapport à l'information et aux nouvelles. Entre les nouvelles et l'information, qui précède l'autre? C'est la nouvelle qui précède l'information. C'est la nouvelle qui précède l'autre. Oui. Bien. Lorsqu'on est à la phase des nouvelles, dans quel cas ou à quel moment on quitte le camp de nouvelles pour être à l'info? C'est après recoupement et vérification. Bien. Regroupement et vérification par rapport à une nouvelle donnée, ça veut dire que votre interlocuteur, c'est-à-dire celui qui vous donne les informations ou les nouvelles, est-ce que vous devrez avoir d'abord la conviction de la fiabilité de la nouvelle que vous obtenez, oui ou non? C'est là maintenant qu'on prêche le faux pour vérifier. Non, attendez, j'ai posé une question précise. Mais c'est ma réponse. C'est votre réponse? Oui. D'accord. Alors, Monsieur X, que vous avez appelé au téléphone, qui doit vous donner une nouvelle, et vous dit, Monsieur Bandian, à l'instant T égale à 0, Monsieur B est en train d'assassiner Z. Vous êtes le couloir de transmission entre la population et la source d'information, plus l'opinion publique nationale et internationale. Vous, quelle est votre conviction à ce niveau-là pour s'assurer que le monsieur qui vous donne l'information X là, que cette nouvelle-là, elle est fiable? Qu'est-ce qu'il vous faut? Maître, on va se répéter puisque... Je ne me répète pas. Pour que je me rende compte de la fiabilité, il me faut vérifier et recouper. Mais si je connais la personne auparavant, ça aussi, c'est un aspect d'appréciation. Ça peut être un critère d'appréciation de la nouvelle qu'on me donne, avant de transformer cette nouvelle en information. Vous avez dit ici, au tribunal, tout à l'heure, lorsque vous avez pris la parole, que ces sources, j'ai bien noté, que vous n'avez pas la possibilité de vérification. Vous avez reçu les renseignements que vous n'avez pas la possibilité de vérification. À ce stade-là, lorsque vous avez des limites d'obtention de vérification fiable relativement aux renseignements que vous obtenez, est-ce que cette information constitue une information réelle? Je n'ai pas informé, j'ai alerté. Même dans mes propos, vous pouvez écouter. Je fais très attention à mes propos. S'il vous plaît. Si, je fais très attention, j'ai alerté. Vous pouvez revoir sur YouTube. J'ai dit, j'alerte les enquêteurs, j'alerte la justice par rapport à ce qui m'a été dit. Il revient à la justice et aux enquêteurs de vérifier. J'ai le droit d'alerter puisque je suis guinéen, choqué par ces atrocités. Personne ne vous dédie ce droit-là. Moi, mon souci majeur, c'est que vous avez opté pour investir. Lorsque vous procédez à cela, vous avez l'obligation de s'assurer que ce que vous obtenez de X est fiable et que l'information peut passer à Y. Maître, je connais bien mes sources, mais je ne peux pas les dévoiler ici. Je les connais. Ce n'est pas parce que ce sont des personnes anonymes. Je n'ai jamais parlé de personnes anonymes. Ce ne sont pas des personnes anonymes qui m'ont appelé. Les personnes qui m'ont appelé, je les connais. Ils sont actuellement en fonction dans l'armée guinéenne. Je ne peux pas les exposer. J'y arrive. Bien. Alors, revenons-en à la situation des camions dont vous faites état au camp Samori. Alors, vous dites que, si j'ai bien noté, et ça vient de vous tout à l'heure, vous avez dit que ces camions ne sont pas des camions militaires. Vous confirmez ça? C'est ce qui m'a été dit, oui. Ce qui vous a été dit? Oui. Bien. Et que dans ces camions-là, il existe un certain nombre de corps.
selon toujours votre source. Vous confirmez? Je confirme. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous empêchait? Parce que vous avez une équipe d'une quarantaine de personnes. À vous seul, vous ne pouvez pas peut-être obtenir l'information fiable, mais vous pouvez mettre en contribution l'ensemble du personnel que vous possédez pour pouvoir obtenir l'information que vous souhaitez obtenir. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire un recoupage, n'est-ce pas, d'informations pour obtenir l'authenticité de ce qu'on vous a dit? Maître, je vous l'ai dit ici que j'ai quitté dans des conditions horribles la radio Planète FM le 17 novembre 2013 et qu'après moi, la radio a été vendue. Et les informations que j'ai relayées sur les réseaux sociaux datent de 2020-2021. La radio n'existait plus. Comment voulez-vous que j'appelle un personnel qui n'existe plus? Non, je ne parle pas d'après ce qui s'est passé. Mais ça m'a été dit entre 2020 et 2021. Il n'y a pas de problème. La radio n'existe plus. Comment je vais déployer le personnel? Et je ne suis même pas en Guinée. Je ne suis plus le directeur général. Tout de suite ici, à la question de monsieur le procureur ici, j'ai trouvé une incohérence entre ce que vous avez dit et ce que le procureur vous a exposé, que vous-même, vous avez présenté sur les réseaux sociaux. J'aimerais vous dire ceci. Vous avez dit sur les réseaux sociaux que ce sont des camions de KPC. Le procureur vous a posé cette question ici. Mais je n'ai pas nié, maître. Vous avez contourné. J'ai nié? Oui ou non, c'est KPC qui a livré les camions. Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Oui, parce pourquoi que vous je n'étais l'avez pas là. Pourquoi vous avez insinué le nom de KPC sur les réseaux sociaux? Vous ne connaissez pas que ça, c'est une atteinte à sa réputation? Et je n'ai pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de problème. Alors, sur la situation de ce que vous dites comme étant des fosses communes, de telles informations, tellement que ça a des portées, ça a une portée capitale pour la nation, M. Bandian, vous n'avez pas pris soin de savoir à quel endroit se trouve une fosse commune. Étant donné que vous avez dit ici que vous en avez connaissance de 3 lieux. Pourquoi vous laissez le doute à ceux qui doivent bénéficier de l'information? Si toutefois ce que vous dites est vrai. Vous avez fini? Je vais attendre la réponse. Je suis désolé, maître, je ne suis pas là pour donner des leçons de vocabulaire ou de grammaire, mais j'ai bien dit que mon rôle était d'alerter. C'est ce que j'ai fait. Alerter, allez voir dans le dictionnaire. Très bien. Nous ne sommes pas là pour une notion de vocabulaire et de grammaire, parce que ça, on l'apprend tous les jours et on doit l'apprendre. Vous devrez avoir même un Larousse de poche pour continuer, parce que vous êtes enseignant. Je passe. Je n'en ai pas besoin, je sais ce bien. que je fais. Alors, pour un peu venir par rapport à la situation toujours des personnes que vous avez citées autour des 2 camions stationnés au camp Samori. Ici, à l'entame, vous avez fait état de colonel Rémi Lama. Ici. Oui ou non? Je confirme. Alors, et vous dites que c'est 3 personnes. Vous avez parlé de colonel Rémi Lama, vous avez parlé d'un chèque, et en plus, vous avez parlé d'un certain général Théa. Je n'ai pas prononcé le mot général, parce que je ne connais pas son nom. Théa, d'accord, mais vous avez parlé de Théa. Oui ou non? Oui, j'ai dit après, monsieur. À la question de monsieur le procureur, à la place de colonel Rémi Lama, vous faites état de colonel Abla Sherif Diaby. Est-ce que vous n'êtes pas en train... C'est vous qui faites l'amalgame. Mes propos ont été clairs. C'est pas moi qui fais l'amalgame, c'est vous. Si vous faites l'amalgame. Je reprends ce que vous avez dit. Je dis que les corps, ce qu'on m'a dit, ont été gérés par Cheikh Sidi Diabaté, par M. Rémi Lama, par M. Edouard Théa, mais qu'entre-temps, le ministre était en train de faire le tour des lieux et il est venu. Je n'ai pas dit, ben, c'est vous qui faites l'amalgame. Il est venu trouver l'équipe qui gérait les corps. Et j'ai expliqué son agissement. Selon l'information que vous avez reçue à l'époque,
où vous êtes en train de parler de l'existence de ces 3 personnes, colonel Rémi Lama, et etc., etc., quel était le poste, ou quelle était la position de colonel Rémi Lama à l'époque? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Il était ministre? Quoi? Au moment où vous êtes en train de le citer. Au moment où je faisais les déclarations, il était ministre de la Santé maintenant, mais au moment des faits, je crois qu'il était médecin militaire. Médecin militaire. Oui. Et à quel moment il était ministre de la Santé? Je ne le sais pas. D'accord. Par rapport à l'arrivée de M. Abdoulaye Chérif Diaby, selon ce que vous dites, et selon vos informateurs, si je pose parler ainsi, alors, vous dites que quand colonel est venu, puisqu'il faisait, selon vous, un contrôle dans les lieux, vous dites qu'il a craché sur les corps. J'ai parlé de visite, pas de contrôle. D'accord. Qu'il a craché sur les corps. Cette information, en dehors de la salle d'audience, en dehors du public, est-ce que vous avez une source fiable, M. Sidibé, pour que vous puissiez communiquer cette source-là au tribunal pour la manifestation de la vérité? Puisque c'était un appel téléphonique, je pense. Oui ou non? Oui. De toute façon, si vos archives dans votre radio sont parties en l'air... Monsieur, on ne parle pas de la radio, je n'étais plus à la radio en 2020-2021. S'il vous plaît, et attendez que je finisse. Prenez patience, souffrez un peu de m'écouter. Je vous en prie. Bien. Si vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez aucune trace par rapport à vos archives de votre radio, d'accord. Mais ça, c'est par rapport à Jean-Marie Doré. Mais souffrez de m'écouter. Attendez la question, M. Sidibé. D'accord. Soyez patient. Allez-y, maître. La communication que vous avez à faire avec la personne, au moins, les numéros de téléphone sont connus. Ou peut-être connus. Oui ou non? Bien sûr. Vous pouvez communiquer ces numéros de téléphone en dehors de la salle d'audience, n'est-ce pas, au tribunal? Ça, c'est entre peut-être le tribunal et moi, s'il me le demande, et on verra l'opportunité ou non, la pertinence ou non, parce que j'ai le droit aussi de protéger mes sources. De la même manière que vous avez le droit de protéger je suis là vos sources. En tant que journaliste, ayant fait des déclarations. Alors, donc, j'ai le droit, en ma qualité de journaliste, de protéger mes sources. De la même manière que vous avez le droit de protéger vos sources d'information, nous, avocats de la défense, nous avons le droit de savoir par quel moyen que vous avez procédé à cette information que vous avez échangée. Téléphoniquement, oui. C'est téléphoniquement. On va évoluer. Une autre question. D'accord. Alors, vous avez dit ici, lorsque vous êtes arrivé, que vous n'avez pas de grand chose à livrer au tribunal et que vous pensez que vous estimez que vous avez un devoir citoyen, comme tout bon Guinéen, de venir livrer votre part de la vérité. Mais il se trouve que M. Bagnan, ce que je m'en vais vous faire comprendre, est-ce que vous savez qu'un témoin a 3 obligations? L'une des premières, c'est votre comparution ici. La deuxième, c'est la déposition que vous faites. Mais la troisième, est-ce que vous savez que vous avez l'obligation de sincérité? Maître, je suis sincère. Vous êtes sincère? C'est ce qu'on m'a dit que j'ai relayé pour alerter. Mais c'est qu'on vous a dit. Cette information n'est pas vérifiable. Vous prêchez le faux pour aboutir à une information qui n'est pas fiable. Est-ce que vous êtes sincère avec vous-même? Je le suis, oui. Vous êtes sincère? Bien. Vous en êtes convaincu? Je n'ai pas compris. D'accord. Je n'ai pas compris. Vous êtes convaincu de cette information? Bien entendu. Selon vous, dans votre métier de journaliste, parmi les sources d'information, il y en a combien au moins? Les sources d'information. Est-ce que vous pouvez obtenir une information en achetant l'info? Est-ce que vous pouvez obtenir l'information en provoquant l'information, comme vous l'avez dit ici, que vous prêchez le faux? On appelle ça susciter. Susciter l'info. Est-ce que si une information n'est pas fiable et vous vous rendez compte que l'info que vous avez relayée n'est pas du tout une bonne information, est-ce que vous pensez en vous-même, en âme et conscience, que vous blessez l'opinion et vous portez atteinte à la personne
à sa réputation et à son honneur. Loin s'en faut, puisque des témoins m'ont précédé ici, qui ont parlé de la même chose, alors que le procès ne se tenait même pas au moment où moi j'en parlais. Il n'y avait pas le procès. Et d'autres personnes témoins oculaires sont passées ici, qui ont dit les mêmes choses. Et au moment où moi je disais, on ne pensait même pas que le procès allait avoir lieu. Et les mêmes propos ont été corroborés par d'autres témoins ici. Vous vous êtes intéressé... Donc, je ne me reproche pas d'avoir fait ces déclarations parce que j'avais le devoir patriotique d'alerter pour que des investigations soient menées. Lorsque vous étiez à votre bureau, je pense très bien que vous suivez ce procès. À distance. Bien sûr. Je le suis. Bien. Vous avez entendu ici parler, vous avez écouté ici le général Sano, lorsque vous étiez à votre bureau, son passage ici. Je l'ai suivi, mais pas intégralement, oui. En partie. Oui. Est-ce que vous avez su avec attention que le général Sano, lui, il a déclaré à cette barre ici que lui, il avait autorisé la sortie de 4 camions en dehors du département de la santé, sans communication avec le ministre de la Santé, que ces camions sont sortis pour être mis à la disposition d'une dame de la Croix-Rouge. Vous avez appris cette information? Ces propos n'engagent que celui qui les a avancés. Je vous ai demandé si vous avez appris cette information. Oui ou non, M. Bandia? Oui, je l'ai entendu comme tout le monde, mais ça ne m'engage pas. Je ne vous ai pas dit que ça vous engage. D'accord. Loin de vous, puisque tout le monde suit ce procès. Moi, je vous demande, puisque vous suivez à distance, vous avez dit oui, vous suivez à distance. Vous avez entendu tout récemment, ça ne fait pas plus d'une semaine, le passage du professeur Hassan ici. Oui. Bien. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Pas l'intégralité, mais je l'ai suivi. D'accord. Vous avez appris quand même qu'il a dit effectivement qu'il a traité 58 corps. Vous avez appris? Oui. Bien. Dans ces déclarations, par rapport à vous-même, l'information que vous avez reçue il y a maintenant des années, est-ce que vous n'avez pas fait la contradiction entre vous-même et l'information fiable qui a été donnée par le professeur Hassan? Le professeur Hassan, à ma connaissance, n'est pas militaire. Et il y a le secret militaire qui peut l'empêcher, en pareille circonstance, d'accéder à certains corps qu'on a volontairement dissimulés. Il n'est pas militaire. Est-ce qu'il a eu accès à tous les endroits? Je pense entre vous et le professeur Hassan et un militaire, le plus crédible par rapport à une gestion des corps, c'est le professeur Hassan. Je vous le concède. Vous le savez? Je vous le concède. C'est un médecin légiste, M. Sidibé. C'est lui qui est chargé de ça. L'administration des morgues, c'est lui. Vous le savez, non? Mais j'ose croire que le professeur aussi a dit que c'est ce qu'il a reçu qu'il connaît. C'est ce que je vous en Voilà. demande. Maintenant, vous, entre ce qu'il a été reçu officiellement et ce que vous avez appris de passage au téléphone par une personne que vous n'avez même pas vue physiquement arrêtée. Je le connais, je la connais, cette personne. Livrez la personne, donnez le numéro de téléphone de la personne, monsieur. Vous ne pouvez pas m'obliger à le faire. Je ne vous oblige pas, mais vous avez un devoir de le faire. Mais la suite des événements ont prouvé peut-être... Je ne parle pas encore de la suite. Ah si, maître. Vous avez un devoir de communiquer le nom. Et nous tenons à cela. Et je tiens à cela. Je suis parti au procès. Je suis de la défense de colonel Diaby. Vous êtes un témoin qui est venu à la barre. Présentez votre déposition. Dans votre déposition, il y a des sources qui ne sont pas fiables. Et il y a d'autres parts où véritablement vous avez la connaissance des personnes qui vous ont donné l'information. Vous avez l'obligation de donner l'information au tribunal. Si le tribunal me le demande, je le ferai, mais pas avec vous. Vous êtes tenu obligé. Est-ce que vous pouvez donner alors ce numéro de téléphone? Je vous le donnerai, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas le faire ici? Non, maître. Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir me permettre de protéger mes sources. Sinon, d'autres journalistes n'auront plus d'informations. Allez-y, maître.
Monsieur Sidibé, le fait de refuser de donner ce numéro de téléphone, ou ces numéros de téléphone d'ailleurs, les noms de ces personnes, parce que vous avez dit ici que physiquement vous les connaissez, le refus de donner ces informations, vous avez accepté l'audience publique. Parce que vous avez la possibilité, le président vous a rappelé de vos droits. Vous avez le plein droit de demander une audience à huis clos. Mais vous avez accepté l'audience publique. Vous avez l'obligation de donner. Le refus de cela, vous êtes susceptible de poursuite. Bon, je pense qu'on va évoluer parce qu'il a dit que s'il le fait après l'audience, vous le saurez. D'accord. S'il le fait. D'accord. Voilà. S'il ne le fait pas, le tribunal tire les conséquences. Allez-y avec d'autres questions. Monsieur Bandian. Maître. Alors, est-ce que dans votre séjour en Guinée, après ces événements du 28 septembre, est-ce que vous avez eu à tenir, n'est-ce pas, une émission relativement axée sur ces événements? Puisque vous dites, vous avez un devoir patriotique, celui consistant à présenter, n'est-ce pas, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez fait une émission autour de ça? Maître, je l'ai dit que c'est dans l'optique de tenter de faire la lumière sur ces événements que j'ai reçu sur les antennes de la Radio Planète M. Jean-Marie Doré. Je l'ai dit à l'entame de mes propos. Donc, j'étais obnubilé par le devoir patriotique, je le répète, de faire des investigations pour avoir la lumière et aider la justice. Et je pense que feu général et feu honorable Jean-Marie Doré était un acteur très avisé et qui a été même victime lors de ces atrocités. Puisque, paix à son âme, Jean-Marie Doré ne vit plus, à part lui, on n'a pas reçu encore d'autres personnes? C'est un dossier sensible, ce n'est pas tout le monde qui a accepté de se prêter aux questions des journalistes, vous le savez vous-même. Mais Jean-Marie l'a accepté avec moi. Moi, je ne sais pas. Il m'a parlé au micro et hors micro. À part lui, il n'y a pas d'autres personnes? Je ne saurais le dire. Monsieur Bandian, qu'est-ce que vous gâchez? Vous ne pouvez pas nous dire qu'après tous ces événements-là, vous n'avez reçu qu'une seule personne et... Il l'a dit, il ne faut pas insister dessus, évoluons. D'accord. Alors, vous avez dit, pour être bref, peut-être que l'avant-dernière question, Monsieur le Président, avec votre permission, que toutes ces nouvelles, toutes ces informations ne viennent pas de vous. Et vous connaissez votre raison d'être ici. Est-ce que, M. Bandian, le témoin que vous êtes, vous déclarez ce que vous avez entendu? Mais est-ce que ce que vous avez entendu, si ce que vous avez entendu n'est pas fiable, vous ne devrez pas le dire? Pour votre crédibilité d'ailleurs, ou la crédibilité de votre institution d'ailleurs. Est-ce que vous le savez bien? Maître, j'ai l'impression que vous insistez beaucoup sur mon passage à la radio Planète FM. Non, 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 c'est pas ça. Ah si, laissez-le répondre. Vous parlez d'institution. Cette institution, c'est la radio Planète FM. Alors que les déclarations que j'ai faites sur les réseaux sociaux par rapport à ces événements datent de 2020 et 2021. Donc, je n'étais plus à la radio. J'ai quitté la radio en 2013. J'étais déjà exilé à Paris. Donc, ce n'est pas au nom d'une institution que j'ai fait ces déclarations. C'est en ma qualité de journaliste exilé que j'ai relayé ces renseignements. On peut conclure, M. Bandian, que tout ce que vous avez déclaré ici, vous n'avez reçu aucune possibilité de vérification. Je reprends vos propos ici. C'est noté. Oui ou non? Ah, c'est vous qui le dites, hein? Non, c'est pas moi qui le dis. Vous avez parlé ici, j'ai noté. Bon, vous avez posé cette question, il l'a répondu. Vous revenez encore en conclusion sur la même question. Ah bon, Monsieur le Président, j'avais fait ça? D'accord, je passe. Je pense que même vos confrères sont témoins. Monsieur Bandian. Maître. Alors, est-ce que vous savez, c'est à l'église on prêche la parole de Dieu?
Une autre question. Au finish, M. Bandian, vous trouvez véritablement la possibilité aujourd'hui à cette barre, devant le peuple de Guinée, devant le monde entier,